talent, ce petit côté. Ravi d'être à vos côtés ce soir pour évoquer, après Timothée Berger, ce revenu de base qui nous a fait une présentation à la fois synthétique et particulièrement détaillée, je trouve, à la fois de l'histoire et des enjeux liés à cette proposition. Finalement, mais Timothée l'a déjà dit, si elle ressort de manière aussi forte en ce moment, c'est à la fois compte tenu de la persistance de ce moment de crise que nous vivons et des transitions qui sont à l'œuvre, qu'elles concernent la transition écologique, qu'elles concernent la nouvelle question sociale, qu'elles concernent la montée des inégalités, qu'elles concernent les interrogations sur la croissance et le développement de la précarité. Alors, bien évidemment, Timothée me passait le relais. Moi, je considère bien évidemment que les filets de protection sociale qui existent aujourd'hui, notamment en France depuis 30 ans avec la création du RMI, puis il y a 10 ans avec la création du RSA, sont d'indéniables filets de protection maintenant qui existent et qui permettent à nos concitoyens les plus faibles sinon de vivre dignement, en tout cas de survivre. Mais la réalité, c'est que, y compris contrairement à ce qu'avaient espéré les promoteurs du RSA, eh bien, la pauvreté, la grande pauvreté n'a pas disparu dans notre pays, loin de là. 9 millions de pauvres, 3 millions d'enfants pauvres, 1,2 million de retraités pauvres, 600 000 mères isolées et un taux de pauvreté de 25% chez les jeunes de 18 à 25 ans, le double du reste de la population. Et bien évidemment, en plus des transformations du travail que nous connaissons, avec, je disais allusion, le développement du numérique, l'intelligence artificielle, la persistance de ce chômage de masse et les mutations à l'œuvre dans le travail, tout ça traverse nos sociétés et j'ai le sentiment à la différence peut-être de François Mitterrand qui a inspiré un certain nombre d'entre nous, que contre la pauvreté, contre l'exclusion, contre la grande pauvreté, nous n'avons pas toutes essayé. Et même si le RSA, encore une fois, quand il a été institué à l'initiative notamment de Martin Hirsch, je rappelle qu'à l'époque, là aussi, puisqu'on parlait d'expérimentation, il avait été un temps envisagé une forme d'expérimentation. Il y a quelques conseils départementaux qui avaient expérimenté, mais pendant une période excessivement courte, et qui s'était traduit immédiatement par une généralisation. Je dois dire qu'il y avait dans l'intention certainement d'un certain nombre de promoteurs de cette démarche à l'époque, surtout de transférer le financement de cette allocation de solidarité nationale aux collectivités locales. J'en dirai quelques mots, parce que même si ce n'est pas le cœur du sujet du revenu de base, je pense néanmoins qu'en portant cette idée de revenu de base, nous reposons aussi la question du financement de la protection sociale et de cette allocation de solidarité nationale dans notre pays, parce que la situation actuelle, non seulement elle ne permet pas de lutter contre la pauvreté, mais en plus, elle est, compte tenu de son financement, porteuse d'inégalités entre les citoyens et entre les territoires. En tout cas, ce qui, de notre point de vue, encore une fois, nous sommes à la tête d'exécutif et nous considérons que, heureusement, bien évidemment, qu'il y a le RSA, heureusement qu'il y a l'accompagnement des allocataires du RSA, mais force est de constater, et on le voit dans un certain nombre de départements, que ce soit un département jeune, urbain et populaire comme la Seine-Saint-Denis, ou des départements ruraux plus âgés, notamment en province, que la pauvreté n'a pas été réduite suffisamment. Première raison principale, le taux de non-recours à cette allocation. 30% des bénéficiaires potentiels du RSA n'ont, selon des estimations, pas recours à cette allocation. Timothée le rappelait, contrairement à ce qu'il est dit et répété souvent, il y a une conditionnalité du RSA. Oui, il y a des contrôles à la recherche d'emploi, il y a des contrôles à la réalisation de contrats d'insertion et il y a chaque année dans les départements de notre pays des centaines, des milliers de radiations ou des recherches d'indus qui sont cherchées auprès des bénéficiaires. Troisième
éléments qui font que le RSA ne remplit pas son rôle, puisque j'évoquais le taux de pauvreté chez les jeunes, c'est l'exclusion des jeunes de 18 à 25 ans du dispositif du RSA, alors même que 25% des jeunes de notre pays vivent sous le seuil de pauvreté. Avec le Luxembourg, la France est, à ma connaissance, le seul pays d'Europe qui ne verse pas de revenu minimum aux jeunes de 18 à 25 ans. Donc là aussi, compte tenu d'un certain nombre de débats qui peuvent exister sur ce sujet, et compte tenu de la comparaison qui est faite régulièrement avec un certain nombre d'autres pays européens, eh bien non, la France, de ce point de vue-là, n'est pas particulièrement exemplaire. Et si je regarde par rapport à un département comme le mien, la Seine-Saint-Denis, le département le plus jeune de France métropolitaine, vous imaginez quand à la fois il y a ce niveau de pauvreté élevé, qu'elle concerne particulièrement les jeunes qui sont très nombreux dans un département comme le mien, l'insertion particulièrement difficile des allocataires du RSA dans un département qui certes connaît un fort développement économique et compte tenu du niveau de qualification plus faible de ses habitants, des problématiques que ça peut engendrer sur la cohésion sociale, sur la vie sociale, sur le développement urbain dans un département comme celui-ci. Alors, je ne vais pas revenir puisqu'il l'a fait de manière précise et détaillée, mais quelques mots qui ont rassemblé donc 18 départements pour s'engager et tenter d'obtenir une forme d'expérimentation. Donc le revenu de base qui a été imaginé par ces 18 départements, eh bien, il doit à la fois avoir vocation à lutter mieux, plus fortement contre la pauvreté, d'accompagner, d'aider un certain nombre de populations à rentrer, notamment dans la vie active. Je pense bien évidemment aux plus jeunes, mais en particulier aux étudiants. 46% des étudiants obligés de travailler pour financer leurs études. Également les travailleurs à bas revenus comme les employés ou les ouvriers, ou à temps partiel. Je pense à une autre catégorie de population un peu plus rare en Seine-Saint-Denis, les agriculteurs, qui n'arrivent pas à dégager des revenus suffisamment décents et d'accompagner également les demandes nouvelles d'émancipation, parce que je pense que, bien évidemment, il y a aussi à travers cette proposition la volonté de répondre aux mutations qui existent autour du travail. Donc, deuxième observation sur la proposition que nous avons formulée, c'est que ce revenu de base puisse jouer un rôle émancipateur en permettant à celles et ceux qui le souhaitent d'engager aussi une reconversion, une formation plus longue, ou tout simplement de changer d'activité ou même de vie, et de reconnaître la valeur travail non rémunérée des activités d'utilité sociale de celles et ceux, et c'est problématiques qui pèsent pour un certain nombre de départements, qui accompagnent leurs parents avec toute la problématique du vieillissement de la population, et donc la question des aidants et la manière de les prendre en charge, de les accompagner, ou même de s'engager à travers un projet associatif. Donc depuis 2 ans, 18 départements qui représentent 12 millions d'habitants, qui ont travaillé à la fois avec la Fondation Jean Jaurès, avec le Centre pour la recherche économique et ses applications, avec l'Institut des politiques publiques, un projet d'expérimentation du revenu de base. Je vais préciser le détail de notre proposition, donc sous condition de ressources. Timothée a dit toutes les formules qui pouvaient exister autour du revenu de base, autour des formes, y compris de conditionnalité. Mais en tout cas, c'est cette proposition que nous avons formulée. Les travaux exploratoires ont permis à la fois d'évaluer différents scénarios. Nous l'avons fait aussi avec une consultation citoyenne. 15 000 réponses ont été obtenues. Et donc, les scénarios que nous avons présentés sont au nombre de 2. D'abord, un premier scénario qui consisterait à fusionner le revenu de solidarité active avec la prime d'activité, qui garantirait un minimum de revenus d'environ 600 €. Second scénario, la fusion du RSA, de la prime d'activité et des aides personnelles au logement, qui garantirait un revenu d'environ 800 €, avec à chaque fois 3 principes au fondement de ce revenu de base: l'automaticité, l'inconditionnalité et l'ouverture, l'élargissement donc aux jeunes de 18 à 25 ans.
Le revenu de base, donc, dans la proposition que nous formulons, c'est un revenu de solidarité, à la différence de l'URSSAF, donc il serait versé automatiquement, justement pour lutter contre ce non-recours que nous avons tous constaté, avec une volonté de simplification. Il serait donc ouvert aux jeunes de 18 à 25 ans qui en sont aujourd'hui exclus. Deuxième principe sur le revenu de base, c'est un revenu de développement, un complément de ressources. Il est dégressif en fonction des revenus, justement pour permettre aux travailleurs qui ne tirent pas un revenu décent de leur activité, eh bien, de pouvoir avoir justement ce revenu décent. Troisième principe, donc, c'est un revenu d'autonomie, il est inconditionnel, je l'ai dit, adossé donc, également à un accompagnement social et professionnel. C'est important dans le débat qui va être celui qui va s'ouvrir, y compris compte tenu de la proposition formulée en septembre dernier par le président de la République. Donc il s'accompagne d'un accompagnement social et professionnel pour donner à chacun la possibilité de rebondir vers l'emploi, mais également de pouvoir mener, j'y ai fait référence, d'autres projets. L'autre remarque que je veux faire par rapport au débat qui est le nôtre, c'est que, et je vais dire quelques mots de l'expérimentation et de la proposition d'expérimentation que nous avons portée avec le groupe socialiste à l'Assemblée nationale, c'est qu'au-delà de l'expérimentation pour tester, ajuster, évaluer et envisager une éventuelle généralisation, cette démarche-là, elle a aussi, là encore, je fais référence à ce qu'on disait à l'instant Timothée, elle a aussi l'objectif de mener une bataille culturelle sur cette question. Parce que c'est d'ailleurs une des leçons qu'il faut tirer disons-le, aussi de l'échec de la proposition qui a été formulée dans le cadre de l'élection présidentielle. C'est qu'on n'arrive pas à une échéance politique aussi majeure que l'élection présidentielle dans notre pays, avec une proposition qui modifie sensiblement une partie de notre modèle de protection sociale. Et en multipliant ces démarches autour de ce revenu de base, l'objectif c'est aussi de mener la bataille culturelle autour de cette idée-là, au-delà encore une fois des aspects techniques d'une expérimentation. Parce que vous le voyez, on va affronter, ça a déjà commencé, mais cette confrontation va, de mon point de vue, se développer avec les tenants d'une vision à la fois conditionnée et culpabilisatrice vis-à-vis de ceux qui vont, dans les débats à venir, qualifier généralement d'assistés, et de l'autre dont nous sommes, qui considèrent que face aux mutations de la société, face à cette crise du capitalisme, face à la montée des inégalités, eh bien, il faut avoir un autre modèle et d'autres réponses aux demandes à la fois de solidarité qui s'expriment dans le pays, mais à la nécessité de trouver d'autres réponses pour lutter contre la pauvreté. Donc cette expérimentation, au-delà même, encore une fois, des aspects techniques ou de la nécessité pour définir, mettre en œuvre des nouvelles politiques publiques, ça nous paraît être aussi pour les départements une manière moderne de concevoir, d'imaginer, d'appliquer une politique publique, d'expérimenter. Encore une fois, il y a aussi pour nous une façon de mener la bataille politique. J'insiste aussi un petit peu, je vous l'ai dit, sur la question du financement. Je pense que c'est aussi l'occasion de reposer la question du financement de la protection sociale et de parce que la réalité, c'est que cette allocation-là, comme quelques autres, c'est le cas aussi pour l'allocation pour l'autonomie des personnes âgées ou la prestation de compensation du handicap, elle est aujourd'hui de plus en plus financée par le contribuable local. Vous savez peut-être, mais ce n'est pas appuyé sur les ressources et les revenus des individus. La fiscalité locale, ou en tout cas de manière très, très marginale. Et donc, ce mode de financement d'une allocation qui devrait être universelle et en tout cas inconditionnelle, elle est créatrice elle-même d'inégalités. Parce que qu'est-ce qui se passe quand, habituellement, mon collègue de Hauts-de-Seine fait la comparaison fréquente, consistant à dire les Hauts-de-Seine 1 600 000 habitants, comme la Seine-Saint-Denis 1 600 000 habitants. Un budget à peu près équivalent, 2 milliards 300 millions à peu près, mais on n'a pas tout à fait la même population et tout à fait le même nombre d'allocataires du RSA. J'en ai à peu près 100 000 et il en a à peu près 30 000, chaque collègue de déjà. Et sauf que depuis
la décision de l'État de faire reposer une part plus importante sur les territoires, sur les départements, le financement de cette allocation, eh bien c'est créateur d'inégalités, puisque de fait, la part financée par l'État est de plus en plus faible s'agissant de cette allocation. Et donc, ce que je dois consacrer sur mes propres ressources, sur le propre budget du département, est sans commune mesure avec ce que le budget des Hauts-de-Seine doit y consacrer. Et donc, ma capacité, par exemple, à développer les mécanismes d'accompagnement social et professionnel, de développer les mécanismes d'insertion, de développer les politiques de formation, n'a rien à voir avec ce qui est capable de faire le département des Hauts-de-Seine. Et ça, de ce point de vue, à travers ce débat que nous voulons national sur cette question du revenu de base, de reposer la question globale de ce revenu, c'est aussi un moyen de lutter contre les inégalités territoriales et sociales qui ont été créées par le développement du RSA et son transfert progressif à la charge des territoires et de fait des budgets locaux et au final du contribuable local. Donc, s'agissant de l'expérimentation que nous avons proposée, il s'agissait d'avoir une démarche tout à fait pragmatique, de formaliser un projet d'expérimentation qui aurait pu concerner un échantillon de 60 000 personnes sur 3 ans, avec l'objectif d'évaluer si ce dispositif permettait efficacement de lutter contre la pauvreté, en tout cas davantage, de déterminer s'il permettait d'encourager réellement ou non la reprise d'activité et assurer un meilleur filet de sécurité. Et encore une troisième chose, de mesurer s'il permet de sécuriser les parcours de vie et de créer, s'il crée des ruptures dans ces trajectoires de vie. Bon, ça a été dit en introduction, cette demande d'expérimentation à travers la proposition de loi déposée au Parlement par le groupe socialiste a été rejetée à travers une motion de rejet préalable. Il n'y a pas pu y avoir de débat avec la majorité parlementaire sur le fond du projet, avec un argument principal qui a été développé dans la motion de projet préalable, c'était essentiellement le fait que notre projet, justement, était inconditionnel. Et donc on voit le débat qui va venir, et d'ailleurs que le président de la République a lui-même posé en annonçant sa volonté de mettre en place un revenu universel d'activité, à savoir la conditionnalité à l'acceptation d'offres raisonnables d'emploi pour celles et ceux qui percevraient ce revenu universel d'activité. Cette proposition d'expérimentation, elle me paraissait totalement réaliste. Je vous ai déjà donné trop de chiffres, mais quelques-uns quand même un peu plus. Pour cette expérimentation, les dépenses des conseils départementaux, de la caisse d'allocation familiale et de la mutuelle sociale agricole auraient été entièrement recyclées et on avait évalué pour l'expérimentation proposée une enveloppe de 18 millions d'euros par an pendant 3 ans. Bon, c'est tout de même relativement modeste, eu égard et au budget de l'État ou aux choix économiques et financiers qui sont faits cette année. Le doublement du CICE, ça va coûter 40 milliards au budget de l'État. Donc, imaginer une expérimentation sur ce revenu de base dans ces conditions-là était une démarche tout à fait raisonnable de notre part. Je voudrais aussi vous donner un exemple qui, à la fois pour moi, est important et montre un avantage prospectif par rapport à cette nouvelle démarche. Peut-être l'avez-vous suivi, mais il y a un débat en ce moment sur notamment je fais un lien avec les compétences départementales, mais un débat sur la protection de l'enfance. Il y a eu quelques tribunes dans la presse, un reportage qui a alerté sur les situations dramatiques qui sont vécues par un certain nombre de jeunes qui sont accueillis au titre de l'aide sociale à l'enfance assumée par les départements avec des trajectoires dramatiques. On évalue, maintenant c'est un chiffre qui est répété, le fait qu'un quart des SDF dans le pays seraient des anciens enfants suivis au titre de l'aide sociale à l'enfance. Une des questions majeures qui est posée par rapport au suivi de ces jeunes, c'est notamment que quand ils sont pris en charge et accueillis par l'aide sociale à l'enfance des départements, ils le sont jusqu'à 18 ans. Mais bien évidemment, quand vous avez eu des ruptures familiales, de l'accueil en foyer, de l'accueil en famille d'accueil, la question de la suite de l'accompagnement, quand en plus il n'y a pas d'environnement familial
suffisamment stables, des ruptures familiales profondes, eh bien, la situation aujourd'hui, il y a une proposition de loi qui est déposée par la présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, qui voudrait proposer la poursuite de l'accompagnement par les départements au-delà de 18 ans, mais se pose fondamentalement la question pour nous, pour les départements qui avons la charge de ces jeunes. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, nous continuons de suivre 2 tiers des jeunes de 18 à 21 ans qui quittent l'aide sociale à l'enfance, c'est notamment leur accompagnement à travers un revenu, parce qu'il faut continuer les démarches d'accès au droit, les démarches d'accès au logement, les démarches d'accompagnement parfois vers le soin, etc. Et donc cette question-là, pour ces publics-là, elle est déterminante. Et donc le fait, il y a eu un certain nombre d'expériences, pas spécifiquement à cette catégorie de population, mais quand dans le quinquennat précédent, il y a eu la garantie jeune de créer, c'était une manière déjà de reconnaître qu'il y avait une difficulté sur la question des revenus et de l'insertion des jeunes de 18 à 25 ans. Ce revenu de base, de notre point de vue, permettrait de faire définitivement de traiter cette question des jeunes de 18 à 25 ans. En tout cas, et je terminerai par là, y compris pour faire peut-être pour passer le relais donc à la troisième intervenante. Le président de la République a annoncé donc, en septembre dernier vouloir aller vers un revenu universel d'activité. Il a quand même posé quelques jalons qui nous inquiètent. À la fois, est-ce que oui ou non il y aura cette extension jeune de 18 à 25 ans? Est-ce que oui ou non il y aura cette inconditionnalité, alors qu'il y a de plus en plus cette petite musique sur la contrepartie aux aides sociales, sur l'acceptation ou non des offres dites raisonnables d'emploi. Donc voilà quelques beaux sujets de confrontation, mais je crois qu'il faut assumer ce débat. Parce que, et je termine vraiment, de fait, certains, et Timothée Duverger a dit à quel point il pourrait y avoir des conceptions différentes, d'une vision très large, de certaines visions ultra-libérales, à des contenus plus limités des versions de revenu de base. Il y a différentes mises en œuvre possibles. Mais je crois, en tout cas, y compris dans le débat que nous allons avoir avec l'actuel exécutif, d'une certaine manière, l'idée est en train de progresser. L'idée est en train de progresser justement parce que la crise de notre modèle économique et social actuel s'approfondit. Et donc, depuis le rapport de Christophe Siru, parlementaire socialiste dans le quinquennat précédent, qui avait une version peut-être encore plus allégée de fusion des minima sociaux à la proposition de revenu de base et au revenu universel d'activité en passant par le revenu universel existant de la campagne présidentielle, on voit bien que c'est en train d'être au cœur de l'agenda politique et de l'actualité économique et sociale, et je pense que c'est une bonne chose, indépendamment des aléas politiques partisans. On voit bien qu'il y a là une interrogation profonde de nos mécanismes de protection, de notre modèle de protection sociale, et donc il faut de toute façon multiplier les occasions de mettre ce débat au cœur de l'agenda politique, et donc c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons essayé de faire avec cette proposition d'expérimentation, et on n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. On va continuer, et la bataille politique, et la bataille à tous les échelons possibles de nos collectivités. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a même des tentatives de certains maires d'initier des embryons de cette proposition, puisque le maire de Grande-Synthe, Damien Carrel, est en train d'expérimenter là aussi une mesure qui, de fait, s'apparente à des mises en œuvre de cette proposition. Merci à vous.